Please be seated. Oui, vous asseoir. Good afternoon. Eh bien, rebonjour à tous. Comme nous l'avons dit avant la pause, nous allons maintenant aborder le sujet de l'amicus curiae. Et après avoir épuisé le sujet, nous reprendrons l'interrogatoire du témoin. Alors, avant de donner la parole au représentant du bureau du procureur, je vais peut-être résumer rapidement le sujet pour que les gens comprennent quels sont les tenants et les aboutissants. Le 13 janvier, l'écriture 1093, les avocats et démocrates africains sans frontières, c'est-à-dire l'ADASF, a demandé à participer au procès en tant qu'amicus curiae sur un certain nombre de points qui, selon eux, sont pertinents en l'espèce. Pour étayer cette demande, les requérants ont joint un certain nombre de documents publics, principalement des rapports provenant de différentes sources de presse. Le procureur a demandé à répondre avant que la Chambre ne tranche sur l'écriture. Ici, je fais référence à l'écriture 1093. La Chambre a fait droit à la demande de l'accusation et a d'ailleurs étendu cette autorisation à toutes les parties et participants en l'espèce. Les écritures 1093 et 1094 ont été déposées sous scellé par le greffe comme document confidentiel. La Chambre a ordonné que ces documents, enfin que tous les documents soient reclassés sous statut public. Et aujourd'hui, les demandeurs ou les requérants ont ajouté une annexe à leur requête. Je ne vais pas déflorer le sujet, ils vont nous en parler bientôt. Et je donne donc la parole au représentant de l'accusation qui nous a demandé l'autorisation d'intervenir sur ce point. Monsieur McDonald, c'est à vous. Monsieur McDonald, merci beaucoup. Madame, messieurs les juges, je vais d'abord parler du droit et ensuite je parlerai des faits. Mais avant tout, j'ai une demande éliminée en concernant les 1000 annexes, 1100 annexes qui doivent être rejetées, parce que d'après nous, vous ne leur avez pas donné le droit d'intervenir. Ensuite, ce n'est même pas une annexe, et nous considérons qu'avant que vous ne tranchiez la première requête, ce document n'a pas à être présenté. Alors maintenant, qu'en est-il du droit? Je serai rapide. Il y a un grand nombre de décisions qui ont été prises dans cette affaire. Disons plutôt dans cette situation, lorsqu'il n'y avait que l'affaire Gbagbo, avant l'injonction donc. Et il y a aussi certains sujets qui ont été abordés dans l'affaire contre Madame Simone Gbagbo. Et maintenant, vous avez un projet conjoint. Ce sera la première fois que vous devrez trancher sur ce type de sujet. Alors, je reprends les choses au début. Donc, Maître Knops et Maître Zwart, en janvier 2013, ont déjà déposé une requête de ce type. Mais là, il s'agissait uniquement de l'affaire Gbagbo. La décision a été rendue. Il s'agit de la décision 402.
Je rappelle le code de l'affaire Gbagbo à l'époque. ICC 02 11 01 11 et la décision à laquelle je fais référence est la décision 402. Maître Knops et son confrère de l'époque essayaient d'intervenir dans l'affaire Gbagbo à l'étape de la confirmation des charges. Et le juge unique, qui était le président de la Cour d'ailleurs, le juge Fernandez, a rendu une décision. Au paragraphe 4, il y est noté ce qui suit. Autoriser un État, une organisation ou un État de se présenter devant la Chambre en tant qu'amicus curiae en application de la règle 103 et relève du pouvoir discrétionnaire de la Chambre. Et il convient de savoir si les observations qui vont être présentées vont vraiment aider la Chambre à trancher sur un sujet dont elle a été saisie. Paragraphe 5, et c'est toujours le juge unique qui parle, et c'est sa conclusion, je vous en donne lecture. Deuxième partie de la dernière phrase. Non, je vais citer la phrase totale. Cela dit, le juge unique n'est pas convaincu que les observations proposées soient si nécessaires que cela pour déterminer correctement tout sujet dont la Chambre est saisie en l'espèce. Fin de citation. Donc il y a eu un appel, parce qu'il y a eu un appel bien sûr. Après avoir permis à l'accusation de poursuivre ses enquêtes, après l'enquête de confirmation, après l'audience de confirmation des charges, enfin dans l'affaire Gbagbo, tout le monde est au courant. Donc il y a eu un appel de toute cette décision, et dans l'affaire Gbagbo, décision 51-17, octobre 2013, Maître Knops et Maître Zwart voulaient à nouveau être entendus en tant qu'amicus curiae pour les mêmes raisons, et la Chambre d'appel a confirmé dans son arrêt que tout d'abord, la Chambre a un pouvoir discrétionnaire sur ce point, et deuxièmement, qu'il faut vraiment démontrer la nécessité de la présentation de telles observations. Au paragraphe 10, et je cite, considérant la requête, la Chambre d'appel est d'avis que les questions que l'amicus curiae souhaite soulever dans son document ne correspond pas aux questions soulevées en appel. Donc il n'y a pas de lien. Il y a d'autres décisions d'ailleurs, je peux vous en envoyer d'autres par courriel si vous voulez. Alors il y a eu un mémoire d'amicus curiae qui a été accepté une fois. Même appel interjeté en octobre 2013. Là, cette décision 516 dans l'affaire Gbagbo. Donc un groupe d'universitaires a souhaité intervenir sur différents sujets, surtout le sujet suivant. On est en train de parler des éléments chapeaux pour les crimes. Vous savez, crime contre l'humanité, sur l'attaque générale. Donc il voulait démontrer en appel que l'attaque ne demande pas qu'il y ait des incidents multiples. Il voulait montrer aussi qu'il n'y avait pas besoin de présenter des éléments de preuve de l'existence d'une politique, et que l'on pouvait déduire qu'il existait bel et bien une politique en prenant en compte le cours des événements. Et là, la Chambre d'appel a fait droit, et je cite au paragraphe 10 sa motivation. En l'espèce, la Chambre d'appel considère que les sujets
que les requérants souhaitent aborder semble être pertinent concernant les moyens d'appel déterminés par le profiteur et donc obtenir ces informations pourrait très bien permettre à la chambre d'appel de rendre des décisions plus justes. Donc là, il y avait un lien. Quand il y a un lien, ça va. Quand il n'y a pas de lien, ça n'ira plus. Alors, je ne veux pas vraiment aller plus loin. Je vous ai dit quel était le droit. Vous avez vu notre réponse d'ailleurs. Mais dans notre demande au fin d'avoir le droit de répliquer avant que vous ne preniez votre décision, c'est ce que nous aimerions dire. D'abord, je voudrais vous dire que ce groupe s'appelle, et je vais citer en français, parce que ce n'est pas vraiment... voilà ce qu'il demande. So, the accused, plural? C'est les accusés au pluriel. Cela dit, après, on ne parle plus que de M. Gbagbo. Parce qu'on poursuit la lecture, le président, donnez-leur du temps lorsque vous passez d'une langue à l'autre, s'il vous plaît, M. MacDonald. Monsieur MacDonald, bien. Leurs intentions sont évidentes. Je vous rappelle une chose, lorsque l'on souhaite intervenir en tant qu'amicus curiae, on peut expliquer les motivations de fond, mais là nous en sommes trop loin. Là, on en est à la demande, on n'a pas besoin d'avoir les motifs de fond. Mais pourtant, c'est ce qu'ils font à partir du paragraphe 9. Alors, il faut rejeter de toute façon leur demande. En effet, ils ne peuvent pas, à cette étape-ci, intervenir de la sorte. Ils vont trop loin. Et de toute façon, en ce qui concerne leurs intentions, eh bien, je vais les citer. Moi, je pense que c'est important pour votre décision. Là, leur façon, donc, à la page 12 de leur requête, juste avant la signature, et je cite en français. Les avocats et personnes sous-signées, ainsi que l'ADASF, prient respectueusement la Chambre 1 de la Cour pénale internationale de bien vouloir autoriser les sous-signés à introduire amicus curiae une requête en faveur de M. Laurent Koudou-Gbagbo et de la soutenir par des mémoires ultérieures. Now, why is this line? Alors, en quoi ce paragraphe est-il important? Ils veulent donc qu'il y ait une procédure présentée devant ces juges en faveur de l'accusé, alors qu'ils ne représentent pas l'accusé, puisque l'accusé est déjà représenté par Maître Altit, entre autres, qui est le conseil principal, premièrement. Ensuite, il faut démontrer un lien avec l'affaire. Mais, en fait, il n'y a pas de questions brûlantes en suspens devant cette chambre. Monsieur Gbagbo va donc laisser ces personnes présenter certains arguments, mais en quoi est-ce que cela pourrait vous aider à trancher quoi que ce soit? C'est même pas une question de droit en fait, puisque c'est une question qui n'a même pas encore été avancée par les parties. Personne n'en a jamais parlé jusqu'à présent. Donc je pense que ça suffit. Alors certes, si une partie soulevait cette question et qu'elle était vraiment présentée à la Chambre, il faudrait sans doute intervenir. Mais jusqu'à présent, M. Gbagbo a été très bien représenté. Et donc, nous considérons que l'amicus curiae n'a à vous saisir de rien du tout, étant donné que les parties ne vous ont absolument pas saisi
de cette question qui intéresse tant l'amicus curiae. Le président, très intéressant. Passons maintenant aux représentants légaux des victimes. Merci beaucoup, dit M. Carnero-Rero. Nous sommes parfaitement d'accord avec l'accusation, tout d'abord, et nous considérons que cette requête aux fins de participer en tant qu'amicus curiae doit être rejetée, parce que, en effet, elle ne satisfait pas aux critères de la règle 103. Et de plus, nous considérons que les arguments présentés par les requérants auraient dû être présentés après la décision de participer en tant qu'amicus curiae et pas avant. Tout cas, exactement la même objection d'ailleurs que M. MacDonald. De plus, les requérants n'ont pas justifié et n'ont pas donné de motif aux fins de présenter leur requête maintenant. Et vous avez déjà rejeté, éliminé ce genre de choses. Dans l'affaire Lubanga, par exemple, 3044 et la 602 dans l'affaire Bemba. Donc, à ces deux occasions, la Chambre d'appel a décidé que les requérants ne devaient pas inclure le fond même des observations. Ils ne pouvaient le faire qu'après avoir été autorisés à participer au procès. Donc, si vous décidez de faire droit à leur requête, très respectueusement, nous considérons qu'il ne convient pas de le faire. Il ne convient pas de prendre en compte les demandes des requérants. En effet, nous ne sommes pas sûrs du tout que les requérants aient l'expertise nécessaire pour participer en tant qu'amicus curiae. Deuxièmement, la requête n'identifie pas la question si brûlante à propos de laquelle la Chambre a été saisie. Donc il faudrait déjà qu'il l'identifie. Ensuite, troisièmement, nous considérons que la question montre bien que les requérants n'ont pas l'indépendance nécessaire pour servir d'amicus curiae. Et si vous me le permettez, je vais étoffer un peu mes propos. Alors, en ce qui concerne l'expertise nécessaire, les chambres de cette cour ont déjà rendu différentes décisions sur la participation en tant qu'amicus curiae et ils demandent toujours à ce que l'amicus curiae soit un spécialiste de sujets qui les intéressent. Alors, la chambre préliminaire 1 dans l'affaire Lubanga, dans l'une des premières décisions sur cette demande aux fins de participer en tant qu'amicus curiae, il s'agit de l'écriture 103. Donc, il dit que l'amicus curiae sert à obtenir une opinion d'expert sur un sujet qui est important pour un sujet qui est d'intérêt juridique pour le procès. Fin de citation. Ça, c'est donc la situation 373 dans la situation congolaise. Donc, les requérants doivent montrer une certaine expertise sur un sujet bien précis. Et nous faisons valoir que les requérants n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas démontré leur expertise. Regardez la demande, paragraphe 7 par exemple, et je cite et notamment devant les tribunaux pénaux internationaux des Nations Unies pour le Rwanda et pour la Yougoslavie. However, this statement is plainly unsupported. Mais cette déclaration n'est pas étayée. On nous dit, on doit croire sur parole que ces personnes ont une expérience. Et c'est contredit d'ailleurs par la suite de la déclaration. Et par une pièce jointe qui est dans cette requête. Alors, je ne vais pas faire référence à ce à quoi les requérants ont fait référence parce qu'ils parlent d'un mandat d'arrêt qui aurait été
délivrés par le procureur sans autorisation par une chambre. Nous savons très bien de quoi il s'agit. C'est la chambre préliminaire 3, de toute façon, qui délivrait les mandats d'arrêt contre l'accusé. Il l'a fait en novembre et en décembre 2011. Alors, en fait, ils n'ont pas d'expertise. Deuxièmement, ils n'ont pas expliqué quel était le sujet qui était si brûlant et pour lequel la chambre aurait besoin d'un amicus curiae. Nous sommes d'accord avec l'accusation, mais nous aimerions ajouter une chose. Les requérants semblent parler d'un complot au paragraphe 8 de leur demande. Et d'après eux, ce serait l'existence de ce complot qui mériterait que l'on laisse tomber les charges contre M. Gbagbo. Mais ce sont à nouveau des arguments qui sont présentés mais qui ne sont pas étayés. Dans les deux affaires, la chambre préliminaire a considéré que les éléments de preuve présentés montraient qu'il y avait des motifs essentiels de croire qu'ils avaient commis des crimes, et c'est pour cela que nous avons notre procès. Et maintenant, nous sommes en train de faire référence ici à la non-recevabilité de l'affaire, mais c'est trop tard. Les deux affaires, l'affaire contre M. Gbagbo et l'affaire contre M. Blégouté, ont été considérées comme recevables par cette Cour, dans des décisions qui datent de 2013 et de 2014. Et ensuite, donc comme il n'y a pas de sujet brûlant qui ait été présenté à la Chambre et dont la Chambre soit saisie. Et ensuite, troisièmement, nous considérons que les requérants n'ont pas l'indépendance nécessaire pour être amicus curiae. En tant qu'amicus curiae, vous êtes ami de la Cour, pas ami d'une partie ou d'un participant. Et c'est extrêmement clair, d'ailleurs, dans les textes de la Cour. Je pourrais citer la jurisprudence. Et lorsque l'on lit la demande, la requête, on voit bien que les requérants souhaitent presque se substituer au Conseil de la Défense en soulevant des questions dont la Chambre n'a pas encore été saisie. Ils disent par exemple que l'accusation et la Chambre ont violé la présomption d'innocence de l'accusé. Et c'est très grave d'ailleurs comme allégation. Et c'est pour cela qu'ils considèrent qu'il faut retirer les charges. Je fais référence ici au paragraphe 53 à 62 de la demande et au paragraphe 10 de l'annexe. Et les requérants critiquent aussi la décision de poursuivre les accusés, expriment leur désagrément avec votre décision. Et nous considérons que cela démontre qu'ils sont subjectifs, qu'ils sont biaisés et partiaux. En plus, leur demande n'est pas correcte légalement et donc ils ne peuvent pas dire être indépendants et impartiaux, sur point l'interprète, et donc ne peuvent pas être amicus curiae en l'espèce. Donc nous faisons valoir très respectueusement qu'il convient de rejeter la demande in limine parce que tout d'abord les requérants ont présenté leur point de vue sans y avoir préalablement autorisé. Et si vous n'admettez pas notre premier point, si la demande est acceptée, en tout cas si la demande est acceptée sur le fond, elle devrait de toute façon être rejetée parce que les requérants n'ont pas l'expertise nécessaire, n'ont pas l'indépendance nécessaire et en plus n'ont jamais vraiment identifié quelle était la question brûlante dont vous aviez été saisi et qui nécessitait leur intervention. Exceptionnellement, si vous décidez de faire droit à leur demande, eh bien, nous souhaiterions pouvoir présenter nos observations. Je vous remercie. Maître Altit ou Maître Octopus, qui veut prendre la parole en premier?
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, c'est le professeur Jacobs qui interviendra au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo sur cette question. Thank you, Mr. Jacobs. Merci, Maître Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, le cadre d'intervention d'un amicus curiae devant cette Chambre est posé par la règle 103 du règlement de procédure et de preuve. Il ressort de cette règle que la Chambre a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser ou non l'introduction d'un mémoire présenté par un amicus curiae. Étant posé ce pouvoir discrétionnaire, la défense de Laurent Gbagbo formule ici quelques observations générales. Il convient de noter que la participation d'un amicus curiae dépend de ce que le juge considère comme étant la bonne administration de la justice. Le juge doit prendre en considération de nombreux facteurs à la mesure de la complexité du cas et en temps utile à mesure que la procédure avance. En d'autres termes, selon le moment où l'on est dans la procédure. La bonne administration de la justice est donc un processus dynamique par lequel les juges examinent de façon continue les problèmes qui se posent. Et c'est dans l'interaction permanente des parties et des juges que se décide cette bonne administration de la justice. La jurisprudence internationale, et notamment de cette Cour, a permis de préciser sur quelle base les juges peuvent procéder à l'identification de ces facteurs pertinents à la bonne administration de la justice. Il a déjà été rappelé que dans la présente affaire, en phase préliminaire, la juge unique dans la décision 402 avait considéré que le fait d'accorder l'autorisation de participation à un amicus curiae est un pouvoir discrétionnaire et qui se fonde sur la détermination d'une question pendante devant la Cour. Ce point, qui concerne la relation entre l'amicus curiae et une éventuelle question pendante devant la Cour, a été examiné par d'autres juridictions pénales internationales. Ainsi, je donne juste un exemple. Au TPIR, dans l'affaire Bakambiki, la Chambre de première instance 3 décidait, dans une décision du 24 mai 2001, et je cite au paragraphe 20, « Il ressort des réponses de Ntagerura et Bakambiki, ainsi que celle du procureur, que la requête en amicus curiae soulève une question dont la Chambre de première instance n'est pas saisie et qui n'est pas d'actualité en instance. » Par ailleurs, le juge unique de la Chambre préliminaire 3, dans l'affaire Routo, à la Cour pénale internationale, indiquait, dans une décision du 12 avril 2011, c'est la décision 56, et je cite en anglais, paragraphe 14, « Finally, En dernier lieu, le juge unique souhaite préciser que la Chambre exercera son pouvoir discrétionnaire pour prendre en considération les observations des amicus curiae à titre exceptionnel lorsque la Chambre est d'avis que ce type d'observation qui fournit une expertise bien précise est nécessaire pour des sujets précis. » Fin de citation. Il ressort de cette jurisprudence que le statut d'amicus curiae n'est donné par un juge que sur une base exceptionnelle.
En effet, le bon déroulé d'une procédure judiciaire, en particulier devant une juridiction pénale internationale, est la conséquence de la dynamique mise en œuvre par les parties. Cette dynamique est une forme de dialectique qui se déploie devant les juges et sous leur contrôle ultime. Et ce sont les juges qui sont les mieux à même de trancher, en toute souveraineté, les questions qui leur sont soumises. En ce qui concerne les étapes procédurales et le moment où chacune des questions peut être traitée, ce sont les textes, c'est-à-dire le statut et les nombreux règlements, qui les déterminent et qui donnent aux parties et aux juges le cadre procédural dans lequel ils remplissent leur rôle. C'est à l'intérieur de ce cadre, en fonction du mode d'emploi que constituent les textes, qu'est déterminé ce qu'est la bonne administration de la justice. Ces textes fournissent aux parties toutes les voies procédurales leur permettant de se faire entendre et aux juges de trancher tout litige. Chaque étape du processus a son propre rythme et sa propre logique. Dans ce contexte, et je conclus, il est logique que le recours à un tiers, donc étranger à la procédure, ne soit qu'exceptionnel. Il est logique qu'il n'y soit fait appel que pour apporter une analyse spécifique, portée par des experts, sur une question précise pendante devant la Cour. Je vous remercie. Thank you. Président, merci. Maître Knops. Mr. President. Maître Knops, Monsieur le Président. L'équipe de la défense de Monsieur Charles Blégoudet s'en remet à la Chambre pour qu'elle prenne sa décision. Mais nous voulons tout simplement faire une observation. Le Président, comme toujours d'ailleurs, permettez-moi de le dire. Maître Knops. Non. Mais mon intention n'est pas de vous faire plancher pour un examen à l'université, comme vous me l'avez dit, au sujet des articles. Mais dans le dépôt, puisque cela va être la base de votre décision, le dépôt avec l'annexe 1, donc le dépôt du greffe du 5 janvier 2018, c'est là que la première requête a été transmise à la Cour. Et le paragraphe 1 indique que par cette requête, il souhaite obtenir l'autorisation de la Chambre pour pouvoir participer à l'affaire, le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet en tant qu'amicus curiae. Alors ce que nous avançons, c'est que si la Chambre venait à prendre en considération cette demande, il faudra faire la part des choses entre d'un côté la participation et de l'autre côté le fait de présenter une observation sur un sujet très précis. Les précédents qui peuvent être trouvés dans la jurisprudence de la Cour indiquent que si la Cour venait à faire droit à ce type de requête, les observations qui seront considérées par la Chambre comme utiles, comme autant d'informations utiles, devront être précises et limitées. Je fais référence à la décision de la Chambre d'appel, décision du 9 novembre 2009, dans la situation au Darfour, au Soudan. Donc, il s'agissait donc de l'accusation contre M. al-Bashir et dans son paragraphe, par ses paragraphes 2 et 3, il est
fait référence à la décision de la Chambre d'arrêt du 18 septembre 2009 et en l'occurrence, le groupe de défense internationale du Soudan s'est vu autorisé à déposer un mémoire, même si l'autorisation qui était octroyée par la Chambre se limitait à la question qui consiste à savoir si le critère retenu énoncé à l'article 58 du statut est respecté pour déterminer s'il y avait des motifs raisonnables de croire ou de penser que M. al-Bashir était pénalement responsable de génocide. Alors, si nous prenons en considération cette jurisprudence, nous voyons que si la Chambre venait à prendre en considération la dite requête, elle ne pourrait pas faire droit à la demande ou à la requête sur la base du paragraphe général qui a été présenté par le greffe, à savoir la participation d'un groupe d'amicus curiae de façon générale, mais seulement pour des éléments extrêmement précis, des sujets extrêmement possibles. Donc, ce que nous souhaitons dire en guise de conclusion, c'est que, comme vous l'avez dit, comme d'habitude, nous nous en remettons à la Chambre pour la décision. Le Président, je pense qu'il y a un problème de traduction dont j'aimerais vous parler, car nous avons entendu les arguments présentés par Maître Jacobs. Alors, moi, je pense que nous avons plus ou moins le même point de vue, mais je voudrais vous en donner lecture à nouveau, parce qu'il se peut que ce que nous avons entendu en anglais était différent. Que pour apporter une analyse spécifique portée par des experts sur une question précise, pendante devant la Cour. Je vous remercie. So, because in English... Parce que, voyez-vous, en anglais, c'est le contraire qui a été dit. Il avait été dit devrait être accepté, alors que Maître Jacobs disait le contraire. Donc je pense qu'il va falloir vérifier cela. Le Président, merci. Des observations de la part de Maître Jacobs? Parce que c'est une question d'interprétation. Donc je vous pose la question, Maître. Français correspond à ce que j'ai dit dans la version française. Je n'ai pas vérifié la version anglaise, mais... Okay. Le Président, bien. Merci beaucoup. Donc ceci met un terme à la discussion relative à cette question et donc je constate qu'il y a une unanimité pour une fois entre les différents partis, une unanimité étrange, dirais-je, entre les partis. Mais nous rendrons notre décision. La décision sera déposée au moment voulu. Et j'aimerais maintenant demander à Madame l'huissière de bien vouloir faire entrer le témoin dans le prétoire. Il m'a été dit qu'elle était prête à entrer dans le prétoire. Good afternoon. Le Président, bonjour. Have you had time? Le Président, avez-vous eu le temps de vous reposer, de manger et de regarder et consulter les classeurs également?
Je n'ai eu que le temps de consulter les classeurs. J'en ai fini avec un et pas avec le deuxième. With which one have you finished? Et lequel de ces classeurs avez-vous terminé? 47 examens qui ont été faits le jour même à Niamey. And the others? Et les autres? Ou l'autre plutôt? Est-ce que vous avez commencé ou pas du tout? J'ai commencé. Je pensais qu'il s'agissait des rapports d'autopsie médico-légale, si j'avais bien compris, mais il s'agissait d'examens externes. I have here the binder. Alors j'ai le classeur avec 429. So with the thick binder, you are through. Donc vous en avez terminé avec le classeur le plus volumineux, c'est cela? And can you tell? Et est-ce que vous pouvez nous dire si vous reconnaissez les numéros qu'on vous a demandé de regarder? Est-ce que ce sont les vôtres? J'ai regardé les signatures, les numéros, les noms, les signatures, et j'ai même jeté un coup d'œil sur ce qui avait été constaté et de quoi il s'agissait également. And? Et j'ai noté que ce jour-là, il y avait le maximum de corps était vêtu. Nous avions décrit des vêtements. Il y avait à peu près 45 cas où il n'y avait pas de vêtements. Il y avait à peu près 80 cas où il y avait 1 à 3 impacts qui avaient été identifiés et une cinquantaine de cas de corps calcinés, carbonisés, calcinés, réunis en amas. Et quand on avait pu identifier 2 corps qui est regroupé, nous les avons séparés, ce qui augmentait le nombre d'examens vus également. Donc, voilà, c'est ce que nous avons constaté. I think le président. Je vais vous donner la parole. Vous poserez la question beaucoup mieux que moi. Mais la question consistait à savoir si vous reconnaissez, est-ce que vous les reconnaissez tous, ces documents, comme étant les vôtres? Est-ce qu'il s'agit toujours de votre signature? Est-ce que vous avez donc étudié tous ces rapports d'examen interne? Excusez-moi, il s'agissait d'examen externe, se corrige l'interprète. Oui, j'ai reconnu ma signature et j'ai apposé le OK. Et en regardant également chaque rapport. OK. Le président, bien. Donc, pour ce qui est du premier classeur, Maître Naori. Oui, Monsieur le Président, juste pour que ce soit bien clair, puisque je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, Madame le témoin, vous avez apposé OK quand il s'agissait de votre signature. Vous avez authentifié le document, c'est bien ça? Exactement. Très bien, Monsieur. Pour chacun des rapports. Exactement, comme vous me l'aviez demandé. Parfait. Yes, Il n'y a plus rien, Monsieur le Président. Oui, c'était juste I au can cas see où. them. Président, je peux les voir. Yes, I see them. I just. Le président, oui, je les vois. J'ai juste demandé s'il y en avait au sujet desquels elle serait sceptique ou elle avait des doutes, et ce n'est pas le cas. C'était ça la question, en fait. Sinon, tout est clair. Donc,
Il n'y a pas de rapport qui a suscité chez vous un doute et pour lequel vous n'avez pas mis de OK. Non. Good. Bien. Alors, nous allons maintenant passer au deuxième classeur. Donc, cela est soumis maintenant. Et qu'en est-il? Qu'en est-il du deuxième classeur? Vous avez dit que vous n'avez pas pu étudier tout le classeur, c'est cela? Can you tell us how Le président. Alors, combien est-ce que vous en avez consulté? Je vois que le premier, vous avez mis OK. 2, 3, 4, 5. I can see 7. Je vois qu'il y a 7 OK que vous avez apposés. No, there's an 8. Ah non, non, non. Il est président. Il y en a 8. Nine. Ten. 11. 12. 13. Until now, I've seen 50. Donc, il y a 15 OK que j'ai vus. Mais après le 15e, donc je pense que vous êtes arrêté au 15e probablement. Et c'est exact? Monsieur le Président, mais en fait, je me demandais s'il fallait également identifier les rapports, si je pouvais être situé là-dessus, parce que j'avais cru comprendre qu'il s'agissait de rapports d'autopsie. And not the external. And not Le président. Et non pas les examens externes, c'est cela? C'est très simple, c'était exactement le même exercice qu'avec le premier classeur. Tout document, rapport d'autopsie et rapport médico-légal externe, donc que vous avez signé, a été mis dans ce classeur et nous souhaitions que vous confirmiez qu'il s'agissait bien de votre signature sur tous les documents dans ce deuxième classeur, les 59 documents que nous avons sélectionnés. Donc, j'ai bien compris. Et je n'ai pas fini de les authentifier. excuse me. Le président, excusez-moi, mais enfin, cela semble clair quand même. Je ne sais pas, on peut comparer la signature. Enfin, je ne vois vraiment pas où est le problème. Moi, je ne le vois pas, en tout cas, le problème. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, Monsieur le Président.
Juste pour répondre à votre question, Monsieur le Président, nous avons besoin que le témoin authentifie le document pour le soumettre par le biais du témoin et que le document soit versé au dossier. But don't you Le Président. Mais vous ne pensez pas que nous soyons tout à fait capables de juger une signature après l'avoir vue? Maître Naouri interrompt l'interprétation. displaced on the record when we Le Président. Le document, il fait partie du dossier une fois qu'on dit qu'il fait partie du dossier. Le Président, je pense que je pourrais élucider tout cela. Je comprends qu'il s'agit que tous ces documents ont été communiqués par l'accusation. Et si tel est le cas, l'accusation n'a absolument aucune objection à ce qu'ils soient versés au dossier. Le Président, oui, c'est ce que je pense également. Bureau du procureur. Néanmoins, nous avons besoin que ces documents soient soumis au dossier the par le document biais is du témoin. submitted. The doc Président, le document est soumis maintenant. Non, le document est soumis. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Le Président, merci. Je vais maintenant me tourner vers le bureau du procureur et j'aimerais savoir si vous avez des questions supplémentaires à poser. Vous en aviez parlé. Monsieur Garcia, oui, très brièvement, 1 ou 2 minutes. Le Président, merci. Monsieur Garcia? Bonjour, monsieur. Rebonjour, Madame la témoin. Alors, je n'ai pas l'intention de vous garder très longtemps, simplement quelques questions de précision, si vous voulez bien. J'aimerais l'assistance de l'huissière audiencière pour un document que j'aimerais transmettre au témoin, s'il vous plaît. Et j'aimerais qu'on l'affiche également, c'est le 0048 1360, document qui peut être public. Merci. Alors, Madame la témoin, simplement pour vous situer, c'est un document qui a été utilisé par la Conseil de la Défense pour vous poser certaines questions mercredi. Je veux simplement y revenir pour quelques précisions, si vous êtes en mesure de nous les donner, évidemment. Pour vous mettre en contexte, c'est un document qui fait état d'un courrier entre le directeur de la police criminelle et le procureur de la République, comme on peut le constater à la page 1361. Et j'aimerais attirer votre attention à la page 1363. Vous pouvez peut-être regarder où on commence par courrier numéro 85. Alors, vous y êtes. Prenez le temps de bien lire, en commençant par courrier numéro 85, jusqu'à la phrase qui commence à côté de ces obstacles. Prenez le temps.
Et si vous avez besoin de consulter les autres parties de ce document, faites-le évidemment. Ok. Ça va, merci. Alors, simplement pour que ça soit clair au dossier, je vais simplement citer, parce qu'il est question d'instructions qui vous auraient été transmis, et je vais simplement citer les extraits qui m'intéressent. Je vais vous poser une question par la suite. Alors, citation, on ouvre la citation. Dans un premier temps, à instruire le médecin légiste à l'effet de procéder dans les meilleurs délais à l'autopsie des corps des forces de défense et de sécurité, FDS, entre guillemets, et à mettre à la disposition des parents les certificats d'autopsie des corps déjà autopsiés. Dans un deuxième temps, à lui demander de dresser les certificats médicaux de décès ou de gens de mort pour les autres corps, étant entendu que ces nouvelles mesures ne seraient entravées l'initiative des ayants droit qui voudraient faire autopsier des corps à leurs frais. Alors, ma question est la suivante, Madame la témoin. À votre connaissance, selon votre expérience, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire pourquoi, en question pratique, on avait besoin de procéder dans les meilleurs délais justement à l'autopsie des corps des FDS? Et en fin de compte, pourquoi est-ce qu'on voulait également, dans les meilleurs délais, mettre à la disposition des parents ces certificats d'autopsie, selon votre expérience? Franchement, je n'ai pas d'opinion là-dessus. C'est mentionné qu'il fallait le faire. Donc, nous exécutions dans la mesure du possible. Juste une dernière question, Madame la témoin, pour les questions d'assurance. Est-ce qu'il était nécessaire, selon votre connaissance, d'avoir des certificats? Objection. Objection. Mr. Ndri? Le président Maître Ndri. Monsieur le Président, on amène ici le témoin en fait à émettre une opinion. Il y a un courrier qui n'émane pas d'elle, qui émane d'une autorité judiciaire, et on lui demande la cause, le but. Pourquoi est-ce que elle devait faire les autopsies dans un certain temps? Ce n'est pas elle qui est l'auteur de ce courrier. Il serait bon, puisque le procureur a eu la latitude de le faire, de poser la question à l'auteur de la lettre. Je pense que ça va être plus clair. Donc, pour cela, je soulève une objection parce qu'on amène ici le témoin à opiner. Your Honor, I've clearly... Monsieur Garcia, Monsieur le Président, j'ai pris la peine de poser une question préalable pour inviter le témoin à faire fond sur son expérience. Je peux reformuler. Le juge président, en tout état de cause, il s'agit d'un témoin expert. Elle est en mesure d'exprimer un avis. D'ailleurs, elle a déjà répondu. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Donc, je ne vois pas pourquoi Monsieur Garcia interrompant. Il s'agissait simplement de poser une question ou deux pour lever tout doute au sujet d'un certificat. Et le juge président, mais vous ne demandez pas à avoir une opinion. Monsieur Garcia, non, pas du tout. Encore une fois,
d'après votre expérience, votre connaissance dans le domaine, est-ce que pour des questions d'assurance, on avait besoin de certificats, que ce soit de décès, d'autopsie, selon vos connaissances? Selon mes connaissances, les certificats de décès, des certificats de genre de mort sont autant utiles à l'état civil pour l'inhumation et également pour s'il y a une éventuelle assurance pour bénéficier de droits sociaux également. Ce sont les buts des certificats médicaux et des certificats de genre de mort habituellement quand ils sont délivrés, l'état civil et éventuellement pour bénéficier de droits sociaux s'il y a une assurance. Merci, Madame la témoin. C'était ma dernière question. Thank you, Your Honors. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Le juge président, je vous remercie. Je me tourne maintenant vers la défense de Monsieur Gbagbo. Oui, 2 questions rapides sur ce document, Monsieur le Président. Alors, Madame le témoin, vous avez le document devant les yeux. Et juste au-dessus du passage que vient de vous lire le représentant de l'accusation, donc toujours la page 1363, il est écrit que par courrier numéro 85/CF/PR-AP/TPI, en date du 28 février 2011, vous m'avez, dans le cadre de la réquisition susvisée, notifié de nouvelles instructions qui ont été aussitôt transmises à l'intéressé par courrier numéro 1068/MI/DGPN/DGA-CPJ/DPC en date du 2 mars 2011. Donc là, c'est un courrier. Pardon. Le Président, lentement, s'il vous plaît. Donc là, c'est le procureur de la République d'Abidjan qui informe le directeur de la police criminelle de ce qu'il a remis un courrier à vous, l'expert, avec des nouvelles instructions le 2 mars 2011. Est-ce que ce courrier porte un numéro? Est-ce que ce courrier a été reçu avec numéro dans vos archives? En l'état actuel des choses, je ne saurais vous répondre. Peut-être qu'il faudrait faire des recherches. D'accord. Donc nous pourrions essayer de vous communiquer le numéro et de voir si dans vos archives à l'Institut médico-légal vous disposez de ce courrier. Si vous faites oui de la tête, Madame le témoin, il faut dire oui. Oui, pardon. Oui. Merci. Et donc dernière question, c'est la page précédente du même document, la 1362. Et le 3e paragraphe, il est dit « En effet, le 4 février 2011, par courrier référencé numéro 01/HY/IML/THAN/2011, l'expert requis vous a fait état d'un certain nombre d'entraves liées notamment. » Et j'arrête la citation ici. Vous nous aviez dit que vous n'aviez pas écrit de courrier au procureur de la République, au directeur de la police criminelle pour vous plaindre de manque de matériel. Et là, on a un numéro de courrier. Est-ce que ce numéro référencé correspond aux références que vous utilisez habituellement quand vous écrivez des courriers, Madame le témoin? Ça correspond en effet, mais je souhaiterais vraiment voir le courrier. Je comprends, Madame le témoin. Là, pour l'instant, nous aussi, nous ne disposons que de ce numéro, mais je voulais vérifier avec vous si ça correspond. Je vous remercie, Madame le témoin. Plus de questions, Monsieur le Président. Thank you very much, Mr. Knops. Le Président, merci beaucoup. Maître Knops, oui, Monsieur le Président, une dernière question qui découle de l'interrogatoire supplémentaire de Monsieur le procureur. Madame le témoin, plus tôt aujourd'hui, et je fais référence à la transcription en temps réel, version anglaise, page 19, ligne 9 à 14, vous avez déclaré que vous n'aviez pas réalisé d'examen
afin de déterminer les dates de décès des personnes en question. Ma question est la suivante. La décision de ne pas effectuer d'examen s'agissant de la date de décès était-elle fondée sur l'absence de certificat de décès? Franchement, je ne comprends pas la question. Si vous pouvez reformuler la question. Did the absence Monsieur MacDonald interrompant. Monsieur le Président, avec votre autorisation, j'aimerais faire inscrire au procès-verbal que cela ne découle pas de notre examen, de notre interrogatoire supplémentaire. C'est une question qui a été posée par Madame Naouri, si je ne m'abuse, avant même que Maître Knops ne commence son interrogatoire. Alors là, il est en train de poser une question qui n'a rien à voir avec l'interrogatoire supplémentaire. Le Président, oui, certes, mais bon, allez-y, Maître Knops, posez votre question, mais la réponse me semble évidente. Allez-y, reposez-la. Maître Knops, Madame le témoin, est-ce que le fait de ne pas disposer de certificat de décès vous a amené à ne pas effectuer d'examen pour déterminer la date de décès des personnes que vous avez examinées? Je n'ai pas souvenir d'avoir eu des certificats de décès des personnes que nous avions examinées. Dans la mission, il n'était pas demandé que nous déterminions les dates de décès de ces personnes-là. C'est pour ça, c'est pour la raison pour laquelle nous ne sommes pas prononcés sur cet élément. Thank you very much. Thank you. Maître Knops, merci beaucoup. Merci, Madame le témoin. Le Président. Et plus on s'éloigne de la date du décès et celle de l'examen, et plus il y a des risques de s'éloigner de la date de décès. Merci beaucoup, Madame Yapoete. Je vous remercie d'être venu témoigner. Votre témoignage touche à sa fin maintenant. Je vous souhaite un bon voyage de retour et merci d'être venu. Merci infiniment. Merci. Madame l'huissière, veuillez accompagner le témoin en dehors du prétoire, s'il vous plaît. So this was the last. C'était donc le dernier témoin de l'accusation. Les représentants légaux des victimes ont annoncé il y a quelques semaines qu'ils n'appelleront pas de témoin à la barre devant cette chambre, qu'elle présentera en revanche des documents. Je vous décris maintenant la suite de cette procédure. Nous allons vous communiquer par voie de décision qui sera rendue en temps utile, la suite de la procédure. Pour le moment, il ne me reste qu'à suspendre l'audience et vous aurez des nouvelles. Nous allons rendre notre décision sur la suite du procès. Merci beaucoup. L'audience est levée.